Le présent chapitre ou la communication à laquelle vous allez assister à présent concerne précisément la question de la dangerosité telle qu'elle est pronostiquée, évaluée dans les expertises, notamment psychiatriques, que l'on retrouve donc dans les dossiers aussi bien correctionnels que criminels. Alors cette notion de dangerosité, on l'a mis entre guillemets dans notre titre parce que c'est une notion qui a pris beaucoup d'importance au cours de ces dernières années, qui est sollicitée par les juridictions auprès des experts pour faire en sorte de comprendre le niveau de dangerosité, c'est-à-dire en réalité de risque de récidive de la part des personnes qui sont jugées par les tribunaux et qui doivent par conséquent induire plus ou moins le positionnement du tribunal, mais l'ensemble aussi depuis l'instruction jusque probablement au poste pénal, c'est-à-dire à l'application de la peine. Donc, cette notion s'est imposée progressivement comme catégorie de l'action pénale en général, et pourtant, sa définition reste assez peu constituée, assez peu précisée, et donc elle reste dépendante des experts et des types d'expertise qui sont réalisés. Alors comment l'avons-nous mesuré? Eh bien, nous l'avons mesuré notamment à travers la mention de cette dangerosité, qui est souvent, comme je le disais, sollicitée par les magistrats, dans les dossiers d'expertise, dans les expertises au sein des dossiers que nous avons recueillis dans notre échantillon. Et donc, sur l'ensemble de notre échantillon, nous avons 889 dossiers où une expertise est présente. Et sur cet ensemble-là, donc, ça nous permet d'établir un certain nombre de données statistiques suffisamment significatives pour comprendre dans quelles circonstances la dangerosité et notamment la dangerosité positive, on verra précisément, est établie par les experts et à destination de quel public. Et puis ensuite, avec quelle méthode. Donc le premier constat, c'est celui que bien, la dangerosité est de plus en plus présente dans les évaluations des experts, ce qui correspond probablement à une demande de la part des magistrats, mais aussi à une construction progressive de la notion de dangerosité dans le temps, dans le vocabulaire et les catégories et les instruments de mesure des experts. Alors, comme vous le découvrez sur cette diapositive, donc la croissance est assez importante puisqu'elle était présente dans les dossiers criminels de 1980, qui est le début de notre échantillonnage, à 73%, alors qu'elle atteint 93% en 2015. Il s'agit là de la référence à la dangerosité ou à la notion de risque de récidive. Nous avons fusionner un peu les deux, et donc qu'elle soit mentionnée à titre négatif, c'est-à-dire en indiquant qu'elle n'est pas présente, qu'il n'y a pas de dangerosité, ou au contraire qu'elle est positive. Alors cette notion de dangerosité reste une notion générique, sans précision, jusque dans les années 2000, c'est-à-dire sur les années 1980 et 90 que nous avons examiné. Et en revanche, à partir des années 2000, la notion se précise autour, plus précisément, de deux catégories majeures, que sont d'une part la dangerosité psychiatrique, donc qui suppose la présence d'un trouble mental avéré ou d'une maladie mentale bien diagnostiquée, et puis donc la dangerosité de type criminologique, et qui, elle, renvoie à quelque chose de plus imprécis en termes psychiatriques, et qui renvoie à des
catégories qui sont plus comportementales, nous y viendrons. Alors, premier point à souligner, c'est que la dangerosité psychiatrique, qui paraît être celle que l'on attend de manière plus précise de la part des psychiatres, eh bien, est en réalité très rarement mentionnée comme positive. Uniquement dans 4,5% des dossiers d'expertise que nous avons examinés, c'est-à-dire finalement une toute petite minorité, ce qui rejoint l'idée que finalement une maladie mentale est rarement diagnostiquée parmi les personnes qui sont jugées, en tout cas dans les dossiers que nous avons observés. Et la présence d'une maladie mentale est très rarement diagnostiquée comme telle, surtout qu'elle induit la question du discernement et de la responsabilité. Donc, très peu de risques de dangerosité psychiatrique. En revanche, la dangerosité criminologique, elle s'affirme de manière très très sensible à partir des années 2000, passant donc de 30%, comme vous le voyez en 80, à plus de 60% des dossiers, enfin des expertises plus exactement, en 2015, et pour se stabiliser. Donc la dangerosité criminologique devient la référence majeure des psychiatres, qu'ils expriment soit sous ce vocabulaire de dangerosité criminologique, soit parce que cette notion les gêne un peu, avec la notion de risque de récidive qui leur paraît peut-être moins poser un problème de vocabulaire scientifique. Alors, nous avons donc évoqué pour l'instant la dangerosité de manière générale, mais, et donc les deux formes de dangerosité, mais pour ce qui concerne l'examen plus précis des pronostics de dangerosité, il convient de distinguer la dangerosité positive de la dangerosité négative, c'est-à-dire dans les deux cas, la dangerosité est mentionnée dans le rapport d'expertise. En revanche, la positive signifie que l'expert rend un pronostic d'une dangerosité avérée dans au moins un des rapports, sachant qu'il peut y en avoir plusieurs dans chaque dossier. Et à l'inverse, donc la dangerosité négative est celle où il n'y a pas de dangerosité, elle est mentionnée, mais le psychiatre précise qu'il n'y a pas de dangerosité, selon lui, chez cette personne. Alors, le graphique que vous avez sous les yeux relate bien l'évolution considérable qui s'est passée au cours, à la fin du XXe siècle, entre 1980 et 2000, où en 1980, on avait une dangerosité négative qui était majoritaire. Là, on est sur 100% de mention de dangerosité. Et qui va croissant au point d'arriver à partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, enfin en 2015 en tout cas, à un étiage relativement constant autour de 75%. Donc la dangerosité, la question de la dangerosité et d'une dangerosité positive devient un enjeu majeur pour les expertises. Alors, la question qui se pose ensuite et que nous avons analysée est celle de quelles sont les caractéristiques des personnes qui sont jugées dans nos dossiers, quelles sont leurs caractéristiques qui justifient un pronostic de dangerosité positive, notamment. Alors, l'une des questions, c'est les catégories psychiatriques, ou en tout cas psychopathologiques, qui sont retenues ou non par les psychiatres. Et comme nous l'avons dit un petit peu, hormis la dangerosité psychiatrique qui renvoie à un diagnostic de maladie mentale bien précis, la dangerosité criminologique ou les risques de récidive ne sont pas associés à un diagnostic
pathologiques, très précis, mais à des lignes comportementales qui sont issues de l'expertise et de l'examen donc des personnes et durant l'entretien. Et donc, c'est des notions qui sont, que l'on retrouve dans les dossiers, sont celles, on vous en cite quelques exemples, d'impulsivité, d'immaturité, d'égocentrisme, d'intolérance aux frustrations, d'agressivité, donc des lignes de comportement qui sont attribuées à ces personnes et qui laissent penser qu'il va y avoir une certaine dangerosité. Mais c'est un des critères et pas le seul, nous allons en observer d'autres. Et l'un des critères qui va induire aussi la dangerosité positive chez les experts de manière significative, c'est la présence d'addictions. Souvenons que les addictions peuvent être aussi bien à l'alcool qu'à des drogues diverses et variées illicites. Et donc, la présence d'addictions donne lieu à des diagnostics, des pronostics plus exactement de dangerosité, beaucoup plus fréquents, donc à 77,2%, contre 67 lorsqu'il n'y a pas de diagnostic d'addiction. Donc, c'est la ligne de comportement et l'addiction qui peut induire des comportements sont des critères qui sont bien présents dans les expertises pour amener à un pronostic de dangerosité positive. Autre type de caractéristiques qu'il faut examiner s'agissant de ces pronostics de dangerosité positive, eh bien, ce sont les caractéristiques sociodémographiques des personnes. Alors là, nous avons un certain nombre de variables bien précises sur lesquelles on peut mesurer si on a une présence de dangerosité ou de risque de récidive dans ces expertises. Premier critère que l'on retient souvent, la première variable, c'est celui du genre, ou du sexe, si l'on préfère, et la position homme-femme. Et donc là, on voit que c'est un critère très discriminant, puisque les hommes sont beaucoup plus nombreux, au moins à la moyenne, voire plus, mais ils sont évidemment très largement majoritaires, à faire l'objet d'un diagnostic de dangerosité positive. Les femmes, elles, sont beaucoup moins nombreuses, sont à 44,8%, donc on voit que les femmes sont moins susceptibles de faire l'objet de ce genre de pronostic, et donc en la matière, les hommes ont une espèce de présomption de dangerosité supérieure à celle des femmes. Pour ce qui concerne les variables d'âge, de nationalité, de diplôme, de logement, nous n'avons pas trouvé de variation discriminante. Et donc, il ne me semble pas que cela joue, sachant que ces critères sociodémographiques ne sont pas évidemment des critères sur lesquels s'appuient directement les psychiatres, mais que l'on peut observer comme étant un élément qui est sous-jacent dans les choix qu'ils font en la matière. En revanche, donc une variable qui semble faire sens, c'est celle du statut matrimonial. Donc, le fait de vivre en couple protège contre le diagnostic ou le pronostic de dangerosité, puisque vous voyez, les célibataires ou les divorcés, donc les hommes en général vivant seuls, font l'objet d'un pronostic beaucoup plus fréquent que ceux qui sont en couple. L'idée étant que finalement le statut matrimonial, le fait d'avoir une famille, rend le risque de récidive moindre, puisque le fait de vouloir retrouver sa famille et de se retrouver dans une ambiance familiale favorise une forme de désistance. Alors, l'autre variable sociale qui apparaît très importante, c'est bien sûr le fait d'être actif, c'est-à-dire d'avoir un emploi, par opposition aux chômeurs, c'est-à-dire ceux qui sont privés d'emploi, qu'ils soient chômeurs déclarés ou non. Et donc là, on voit aussi que les variations sont très significatives et que le fait de ne pas avoir d'emploi
donc ne pas avoir une insertion sociale, surexpose au risque de récidive d'après les expertises qui sont réalisées. Donc, c'est un critère social qui entre en ligne de compte, même si les psychiatres ne le citent pas expressément comme tel. Bien entendu, ce sont des observations statistiques. Enfin, autre élément, c'est que le fait d'avoir connu des difficultés durant l'enfance amène à un pronostic de risque de récidive ou de dangerosité 2 fois plus fréquent. Et donc, et là, ça nous renvoie à ce qu'on peut considérer comme les causes des lignes comportementales ou des addictions signalées par ailleurs, c'est-à-dire des difficultés durant l'enfance, notamment, qui amènent des perturbations psychologiques plus ou moins graves. Ces difficultés, nous les avons répertoriées, donc vous les découvrez dans une liste non exhaustive, les violences, soit les violences conjugales ou les violences subies par la personne durant son enfance, les abus divers et variés, y compris les abus sexuels, le placement, ou différents troubles de comportement repérés durant l'enfance. Donc, et d'autres éléments encore donc, favorisent l'idée que la personne est susceptible de récidiver. Alors, autre type de variable que nous avons examiné, ce que on va appeler les caractéristiques judiciaires, c'est-à-dire un certain nombre de variables liées au statut judiciaire de l'affaire et de la personne jugée. Donc la principale, évidemment, à retenir, c'est la question des types d'infractions. Nous avons regroupé de cette manière-là, pour l'ensemble de nos données. Alors, vous avez sur la première ligne l'ensemble de l'échantillon de dossiers expertisés, avec à droite le bleu et le rouge qui s'additionnent, c'est là où un avis a été donné sur la dangerosité, et le jaune à gauche, c'est là où il y a une absence d'avis, donc la dangerosité n'est pas mentionnée. Donc, qu'est-ce que l'on peut déduire de la lecture de ce graphique ? Bien, 2 infractions donnent lieu à des pronostics de dangerosité importants. D'une part, à un avis plus fréquent, et d'autre part, à un avis positif plus fréquent, donc les colonnes rouges. Ce sont d'une part les homicides, atteintes à la vie, et les tentatives d'homicide, et puis d'autre part les infractions sexuelles, donc, qui représentent un effectif important, un nombre de dossiers importants, et sur lesquels, clairement, les experts psychiatres se prononcent de manière positive sur la dangerosité, se prononcent plus fréquemment, et se prononcent plus fréquemment de manière positive, puisqu'on est au-delà de la moyenne générale. Sachant qu'on a affaire aux crimes les plus graves, en tout cas des atteintes physiques qui constituent finalement une crainte majeure en cas de récidive. Alors, une autre catégorie qui est remarquable, c'est celle des infractions à la législation sur les stupéfiants, qui fait l'objet de beaucoup moins d'avis. Vous voyez qu'on est à 70% ou presque d'absence d'avis, d'absence de pronostic en matière de dangerosité, de mention de la dangerosité, et puis à beaucoup moins donc de dangerosité positive. Alors, pourquoi cela ? Eh bien, c'est plus un effet statistique, c'est-à-dire qu'en réalité, ou de composition de l'échantillon plus exactement, c'est-à-dire qu'en réalité, les infractions à la législation des stupéfiants ne font l'objet d'une expertise que ou principalement en matière criminelle, auquel cas on n'a pas affaire beaucoup à des consommateurs, mais davantage à du banditisme, des trafiquants au vol, si l'on veut, et la question de leur personnalité est moins importante aussi bien pour les juges que pour les juridictions, que pour les psychiatres, où la question se pose moins,
puisque la question de l'addiction, finalement, n'est pas spécialement en jeu. Pas des consommateurs et n'ont pas de troubles de la personnalité qui viendraient induire, de ce point de vue, leur action criminelle. Voilà donc la sous-représentation des infractions à la législation des stupéfiants s'explique de cette manière. Quant aux violences conjugales ou aux autres types d'infractions, elles sont difficiles à interpréter car il s'agit de très petits effectifs, et les violences conjugales donnant très rarement lieu à une expertise, et donc il n'y a pas de significativité statistique. On ne permet pas de les interpréter, mais on les laisse présents sur le schéma pour voir l'ensemble. Alors, autre critère juridique ou judiciaire qui permet d'examiner donc à qui les pronostics de dangerosité sont adressés, eh bien, la nature des antécédents. Alors on le voit très clairement, le fait d'avoir des antécédents judiciaires, et plus on a d'antécédents judiciaires, plus la dangerosité est affirmée, dangerosité positive donc, est affirmée par les experts. Alors, on pourrait considérer ça comme assez normal, puisque les antécédents font que le risque de récidive apparaît plus fort. À ceci près que, certes, les experts ont accès à ces antécédents, ils demandent d'ailleurs aux personnes si ils ont déjà fait l'objet de condamnation. Mais ce n'est pas tant ce critère-là qui est important, c'est quelque chose de plus psychologique ou psychiatrique dans la récidive passée qui constitue un critère d'évaluation pour les psychiatres et qui considère, comme vous le lisez, que s'il n'y a pas d'antécédent, eh bien, c'est un indice social de capacité à se soumettre à un frein. C'est un extrait d'un des rapports d'expertise. Donc ce frein, c'est un frein psychologique, c'est-à-dire cette capacité à ne pas agir, à une inhibition à la transgression, et qui apparaît du fait que, finalement, dans le passé, ils ont réussi à ne pas commettre d'infraction, et cette fois-ci, ils en ont commis une à titre exceptionnel. Donc c'est une capacité psychologique à ne pas transgresser, cependant que, donc, à l'inverse, un long parcours pénal suppose, du point de vue des experts, qu'il y a une faible accessibilité à une quelconque sanction pénale, c'est-à-dire que finalement la sanction pénale n'a pas d'effet psychologique sur eux, ou pas suffisamment, et que, par conséquent, l'effet de dissuasion est faible. Donc on voit là encore que c'est un rapport entre la transgression et la peine qui est évalué sur un registre psychologique par les experts. Dernier aspect sur les caractéristiques judiciaires, la question finalement, est-ce qu'ils reconnaissent les faits ou pas. Et là, c'est particulier puisque on observe que dans 62% des cas seulement, la mention d'une dangerosité positive ou d'une risque de récidive est posée par les psychiatres. Alors, pourquoi cela? Quand il y a des aveux complets, pourquoi une telle faible représentation? Eh bien, tout simplement parce que il s'agit d'une précaution de leur part vis-à-vis de la question de la présomption d'innocence. Autrement dit, ils considèrent que lorsqu'il y a une délégation, on ne peut pas se prononcer, mais lorsqu'il y a des aveux complets, à l'inverse, ça signifie que la personne est disposée à reconnaître le préjudice de la victime, à une disposition à faire face à la sanction pénale. Ce qui explique que le fort pourcentage lorsqu'il y a une reconnaissance partielle des faits. C'est-à-dire que quand il y a une reconnaissance partielle des faits, les psychiatres l'interprètent comme une sorte d'incapacité à assumer les faits,
on les reconnaît mais pas totalement, et surtout, on est dans une délégation non pas forcément de la transgression, mais du préjudice des victimes. Et c'est ça qui, pour eux, constitue un facteur de dangerosité et de risque de récidive, alors même que la délégation des faits donc, donne lieu à une proportion de pronostics positifs faibles de dangerosité pour se prévenir contre la question de la présomption d'innocence et qu'ils ne peuvent pas, ils estiment ne pas pouvoir se prononcer dans la mesure où les faits ne sont pas totalement avérés de leur point de vue, puisqu'ils ne sont pas reconnus par la personne qu'ils expertisent. Voilà donc ces éléments qui permettent de voir sur quoi porte la dangerosité, sur quel type de public, avec quels critères. Maintenant, on va pouvoir s'interroger sur les méthodes qui sont retenues par les experts pour établir cette dangerosité qui fait l'objet d'une certaine controverse parmi eux. Bien qu'elles offrent des estimations utiles, les analyses statistiques bi- et multivariées ne doivent pas non plus conduire à exagérer l'homogénéité des pratiques évaluatives parmi les experts. L'ensemble des éléments dont nous avons montré l'incidence statistique ne constituent pas des critères parfaitement établis dans la formation des pronostics. Les méthodes d'évaluation des experts varient. Les entretiens réalisés auprès d'eux témoignent d'une grande prudence interprétative. Toutefois, dans un contexte de responsabilisation croissant, cette prudence cède parfois le pas à une ouverture de parapluie, pour reprendre une expression professionnelle habituelle. Lorsqu'on les interroge sur la question, les experts expriment des réticences quant au rôle de prédiction qu'on attend d'eux. Il n'y a, selon eux, aucune fatalité ou déterminisme en la matière. Ils listent quelques indicateurs susceptibles d'établir une possible réitération, mais la subjectivité et la plasticité des comportements empêcheraient toute certitude en la matière. Comme l'indique un expert psychiatre, aucun psychiatre expert ne peut vraiment se projeter avec un risque zéro et une dangerosité maximale. Il faut savoir vraiment qu'on a un rôle d'éclairage, mais on ne peut pas affirmer les choses, pas de Madame Soleil. Ils écrivent très rarement dans leurs conclusions qu'ils refusent ou s'estiment incapables d'évaluer ces risques. Le plus souvent, ils préfèrent, dans cette hypothèse, éluder le sujet sans s'en expliquer. Toutefois, dans un peu moins de 5% des dossiers, on trouve trace de conclusions dans lesquelles l'expert rappelle sa position de psychiatre avant d'écarter toute compétence pour procéder à ce type d'évaluation. Seule la dangerosité psychiatrique relèverait de leur domaine d'expertise. D'autres précisent dans leurs conclusions que la récidive résulte de processus complexes et dynamiques, de facteurs multiples et incontrôlables au moment de l'examen, notamment sur le plan familial et social. D'autres encore se contentent de lister des éléments de pronostic négatifs autant que positifs, sans conclure plus avant. Lorsqu'ils acceptent de se plier à l'exercice, la prudence est aussi de mise. Ils font le plus souvent état de risques potentiels qui ne peuvent être écartés ou qu'on ne saurait exclure. Une fois sur 5, ces pronostics sont présentés au conditionnel, subordonnés aux événements ou conditions de vie ultérieures des condamnés, par exemple la reprise d'une consommation d'alcool, une rupture de traitement, un isolement, etc. Ils sont en outre peu disers sur l'ampleur des risques en question, puisqu'un adverbe ou un adjectif exprimant un degré d'intensité, comme risque important, risque élevé, apparaît moins d'une fois sur 10. Leurs précautions lexicales sont encore plus manifestes lorsqu'il s'agit d'exclure toute dangerosité. Le langage de la certitude ne pourrait être celui de l'expert et d'ailleurs il privilégie généralement l'indication de risque faible plutôt qu'inexistant. Au-delà, les expertises regorgent d'appréciations floues, énigmatiques, des réponses de Normand, nous dit un expert psychiatre. En l'absence de dispositions contraignantes encadrant leur pratique, les experts français sont libres de leur méthode, à la différence de nombreux confrères à l'étranger.
Pour évaluer ces risques, ils s'appuient majoritairement sur une évaluation clinique et qualitative, même si une minorité recourt à des échelles d'évaluation standardisées. Le plus souvent, chacun détermine le sens attribué à chaque facteur, signes ou symptômes relevés, leur poids et leurs interactions. Les acteurs judiciaires sont quant à eux souvent critiques à l'encontre de leurs méthodes et pratiques d'évaluation. En effet, ils regrettent régulièrement leur propension à surévaluer les risques du fait, je l'indiquais, d'un phénomène d'ouverture de parapluie. Selon eux, il ne serait pas rare que les experts préfèrent cautionner l'existence de risques pour ne pas en prendre eux-mêmes et se dégager de toute responsabilité ultérieure. Alors la critique des acteurs judiciaires se fait parfois incisive, mais elle demeure néanmoins le plus souvent mesurée, principalement parce que leurs propres pratiques évaluatives ne sont pas si différentes. Magistrats, agents de probation reconnaissent que leurs propres méthodes sont aussi artisanales, perméables à une certaine subjectivation des propos, sinon parfois à des préjugés. Ils sont confrontés, au fond, aux mêmes difficultés et aux mêmes enjeux que les experts et admettent, pour certains, des mécanismes identiques d'autoprotection professionnelle. Malgré ces critiques des pratiques évaluatives, face à l'importation progressive en France d'échelles étrangères plus standardisées, les professionnels demeurent partagés. Alors, l'incrimination des méthodes d'évaluation clinique a été plus virulente et plus précoce à l'étranger. On a des dizaines, sinon des centaines d'études qui contestent leur fiabilité depuis les années 1960. Leurs auteurs ont dénoncé des estimations proches du hasard, une surévaluation des risques, la mobilisation de concepts psychanalytiques imprécis, sans rapport avec les comportements délictuels à prédire. De nombreux chercheurs étrangers se sont appuyés sur les études relatives aux prédicteurs de récidive, notamment des méta-analyses, pour développer des échelles standardisées d'évaluation. On estime à environ une centaine le nombre d'instruments disponibles de ce type à l'étranger. Alors, les premières échelles portaient sur un nombre restreint de variables, essentiellement des facteurs dits historiques et statiques. Ces facteurs, ils préexistent au comportement criminel et sont dès lors immuables, imperméables à toute forme de prise en charge, c'est-à-dire par exemple le nombre de condamnations antérieures au moment des faits, la nature des infractions, le sexe, l'âge au moment des faits, etc. Ces échelles, elles reposent sur un système de cotation qui attribue une note en cas d'absence ou de présence d'un facteur et à partir du score final, l'évaluateur établit un niveau de risque de récidive. Divers spécialistes ont toutefois pointé les limites des méthodes actuarielles dites statiques, puisqu'elles ne permettraient pas de prendre en compte les particularités des cas individuels, les observations cliniques les plus fines, ni d'estimer la fluctuation du risque dans le temps. Certains ont donc développé de nouveaux instruments qui incluent des variables cette fois dites dynamiques. Celles-ci sont susceptibles de se modifier en fonction de l'évolution du condamné, mais aussi en fonction de facteurs situationnels ou contextuels. Souvent assimilés à des outils actuariels, il s'agit en réalité d'instruments hybrides. Ils combinent des caractéristiques de l'évaluation clinique et de l'évaluation actuarielle. Ils ne donnent pas systématiquement lieu à un calcul où ce dernier peut faire l'objet d'ajustements en fonction d'observations qualitatives de l'évaluateur. En France, des responsables politiques et institutionnels, des professionnels mais aussi quelques évaluateurs assurent la promotion de ces outils depuis quelques années déjà. Mais parmi les experts que nous avons interrogés, peu mobilisent à ce jour ce type d'instrument dont l'emploi se diffuse davantage au sein des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Après l'échec du diagnostic à visée criminologique, la direction de l'administration pénitentiaire a financé quelques expérimentations dans ces services et forme progressivement les CPIP à leur maniement. Toutefois, en entretien, les agents de probation nous ont indiqué que la direction de l'administration pénitentiaire n'impose pas à ce jour
leur utilisation systématique. Le dernier référentiel des pratiques opérationnelles, publié en 2018, se contente de promouvoir une évaluation plus structurée. Il fournit une liste de facteurs statiques et dynamiques que les agents doivent prendre en compte pour, je cite, guider l'analyse et déterminer l'intensité du suivi. Pour l'ensemble des professionnels interrogés, le recours à ces échelles ne rencontre pas une franche adhésion, a fortiori concernant les instruments scorés. Toutefois, l'idée d'une plus grande standardisation semble faire son chemin. En effet, la moitié des experts ou coordonnateurs et la moitié des CPIP qui se sont exprimés sur le sujet sont favorables à une plus grande standardisation, notamment pour éviter une surévaluation des risques. Quelques-uns mobilisent ces échelles de façon plus ou moins routinière, mais ils sont loin d'être majoritaires. En revanche, un tiers des agents de probation et un cinquième des experts ou coordonnateurs se disent opposés ou très sceptiques vis-à-vis de ces instruments. Les autres, quant à eux, n'ont pas une position très tranchée ou bien établie. Les plus rétifs sont les magistrats, puisque moins d'1 sur 5 se dit favorable à l'utilisation de tels outils, à l'exception des juges de l'application des peines, dont 4 sur 10, au contraire, y voient un intérêt. Alors, les plus convaincus sont persuadés de la scientificité de ces échelles, dès lors qu'elles s'appuient sur les données probantes de la science. Les critiques des plus réticents portent rarement sur leur fiabilité. Les indicateurs mobilisés sont généralement jugés pertinents et conformes aux critères qu'ils prennent en compte. Quelle que soit leur position, la plupart sous-estiment en réalité l'ampleur des controverses scientifiques internationales sur leur fiabilité, sur les risques discriminatoires qu'ils génèrent ou plutôt renforcent. Ils sous-estiment aussi les résistances de leurs homologues étrangers auxquels ces instruments sont imposés. Au plan méthodologique, tout au plus évoquent-ils leur incapacité à réaliser ce type d'évaluation dans les règles de l'art, du fait de leurs conditions matérielles d'exercice, qui empêchent, selon eux, la généralisation d'une telle démarche. Ils soulignent l'absence ou le manque de formation, des contraintes de temps ou d'accessibilité des outils en raison du coût financier de ces instruments et aussi des conditions de passation qui supposent des heures d'entretien et d'analyse des dossiers. Ils alertent dès lors sur des risques de mésusage, loin des exigences méthodologiques de leurs promoteurs qui seuls garantiraient la validité scientifique de la démarche. Les principales inquiétudes portent sur les conséquences qui pourraient résulter de leur implémentation pour les justiciables comme pour les praticiens eux-mêmes. À la différence de ceux qui valorisent ces instruments, les plus réticents défendent plutôt les fondamentaux de la clinique ou du travail social. Ils dénoncent un risque de désubjectivation des condamnés, enfermés dans un profil de risque statistique et déshumanisé. Parmi les plus convaincus, la plupart s'accordent à cantonner leur intérêt à une sorte de checklist. Il s'agirait au mieux d'un aide-mémoire recensant les éléments de connaissance, les champs à investiguer, les informations à récolter pour évaluer ces risques. Au fond, ces échelles, elles pourraient accompagner, enrichir, conforter le jugement professionnel, mais ne devraient jamais s'y substituer. En revanche, et à de très rares exceptions, la détermination d'un score attaché à un niveau de risque suscite une grande méfiance. Un expert indique ainsi: sur le plan méthodo quand même, ça m'apparaît quand même douteux. La statistique des grands nombres appliquée au singulier, pour moi, c'est une aberration méthodologique. Comme dans d'autres pays, leur discours dévoile également la crainte d'une délégitimation de leur savoir, de leurs compétences professionnelles, mais aussi d'une perte d'autonomie décisionnelle. Il en résulte une inclination nettement plus forte en faveur des échelles qui intègrent des facteurs plus qualitatifs et qui accordent des marges d'interprétation aux évaluateurs. La méfiance vis-à-vis des systèmes de cotation résulte enfin des craintes d'une mauvaise interprétation des résultats
En théorie, les échelles n'établissent pas un niveau de risque propre à la personne évaluée. Il signifie que le profil de l'individu en question s'apparente à celui d'un groupe de condamnés dont tel pourcentage a effectivement récidivé. Or, certains professionnels assimileraient le score obtenu avec la probabilité de récidive de la personne évaluée. Les experts qui mobilisent ces outils scorés refusent donc souvent de présenter des résultats dans leur rapport ou à l'audience de jugement et ils craignent un effet de fascination de ces chiffres sur les magistrats. En conclusion, on peut ajouter que la question des méthodes pour évaluer les risques est un sujet d'autant plus brûlant que ces pronostics de dangerosité exercent un effet non négligeable sur la décision judiciaire. Nous verrons plus tard qu'il pèse sur le prononcé de soins pénalement ordonnés, a fortiori d'une injonction de soins. Ces pronostics, ils jouent également un rôle non négligeable sur le choix de la peine proprement dite. La mention de risque de récidive augmente en effet la probabilité d'être condamné à un emprisonnement ferme et en matière criminelle à des peines supérieures ou égales à 10 ans. Au-delà de sa dimension rétributive, l'emprisonnement se voit ainsi attribuer une fonction de prévention de la récidive, de protection de la société, là où les soins participent davantage d'une fonction réhabilitative.